L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, au cours des 3 prochains jours, nous avons mis à la disposition, et ça, c'est CMA TV qui offre ce temps d'antenne gratuit aux 3 candidats des principaux partis. Donc, aujourd'hui, on reçoit M. Simon Bérubé, candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est long, hein? Mais c'est un des noms de circonscription les plus longs, je pense. J'aurais pas de misère à le croire. Ouais. M. Bérubé, bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Bien, c'est un plaisir de vous recevoir parce que ça va nous permettre de mieux vous connaître, oui. Parce qu'on a entendu parler de vous depuis que vous avez posé votre candidature. Qu'est-ce qui fait, parce que, bon, vous étiez journaliste dans la région, ça fait quand même quelques années de ça. Oui. Vous avez quitté la région et là, vous avez décidé de revenir pour poser votre candidature au Bloc québécois. Qu'est-ce qui vous a incité à revenir? Bien, j'ai été journaliste dans la région pendant de nombreuses années, puis j'avais quitté vers les territoires du Nord-Ouest, vers Yellowknife, pour aller être journaliste pour le journal francophone là-bas. Puis ensuite, bon, la vie a suivi son cours, un petit détour en Amérique centrale pour apprendre l'espagnol. Puis depuis une dizaine d'années, j'étais conseiller en relations internationales, dont 10 ans à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, mon travail, c'était en gros de préparer le contenu, préparer les missions des députés du Québec, quel que soit le parti. C'était un travail neutre et impartial que je faisais, puis en toute loyauté pour l'institution en tant que telle. Mais c'était d'accompagner nos parlementaires du Québec à l'étranger, dans mon cas principalement aux États-Unis, pour participer à diverses conférences parlementaires. Et puis, au fil des rencontres avec des députés du Québec, mais surtout aussi avec des députés étrangers aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, puis ailleurs, évidemment, on discutait beaucoup de politique publique, de nouvelles idées, de qu'est-ce qui s'en vient aussi en termes de nouvelles tendances politiques ou de nouvelles tendances environnementales. Et évidemment, j'ai acquis beaucoup d'idées en écoutant ces conférences-là, en aidant les parlementaires du Québec à se préparer. Puis chaque fois que je me retrouvais sur le terrain, je me posais la question, comment est-ce que cette idée-là pourrait être utile chez nous, dans ma région, dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup? Alors, c'est une collection d'idées que j'ai ramassées, puis que je me suis dit, bien là, au fond, ça va être le temps de l'appliquer, de les appliquer, de les proposer, ces idées-là. Et puis, le Bloc québécois, évidemment, c'était le parti dont la plateforme correspondait le mieux à mes valeurs. Je crois beaucoup en la mission du Bloc québécois à Ottawa aussi, qui est de défendre les intérêts du Québec, plutôt que de défendre Ottawa à Québec. Alors, voilà, je me suis lancé à quelques semaines à peine avant le déclenchement de l'élection. Votre expérience? Comment vous trouvez ça, une campagne électorale? C'est votre première? J'adore. C'est ma première campagne électorale. J'adore ça. Puis j'adore le fait aussi que j'ai le sentiment... En pandémie, c'est pas évident. Alors. En pandémie, c'est pas évident. Évidemment, tout le monde aurait préféré ne pas avoir de pandémie, que ce soit des candidats politiques ou des travailleurs et travailleuses d'un peu partout. Puis, c'est pas facile pour personne. Mais j'adore l'expérience. Puis j'aime aussi le fait que quand je me promène sur le terrain, les gens me disent « enfin un nouveau visage ». Parce qu'on se le cachera pas, mes 2 principaux adversaires, ça fait 4 campagnes électorales qu'ils font ensemble. Donc, on n'est plus en 2009, on est en 2021. C'est le temps d'avoir des nouvelles idées, c'est le temps d'avoir des nouveaux visages. Les enjeux ont changé beaucoup aussi entre 2009 puis 2021. Alors, ça me fait plaisir de représenter ça, de représenter ces nouvelles idées-là, ce nouveau visage ici dans la circonscription. Puis, aussi de revenir chez nous, dans le coin. J'avais hâte d'avoir cette occasion-là de pouvoir revenir, quoique je revenais vraiment souvent. J'ai encore de la famille ici, dans le coin. Moi, je suis natif de Saint-Pacon, mais ma famille, mes amis sont toujours dans le coin. Puis, bon, j'étais jamais bien loin. Sauf que là, ben, de pouvoir revenir, de m'y installer aussi chez nous, ça me fait vraiment plaisir. Donc, j'adore être en campagne électorale, j'adore discuter avec les gens, j'adore échanger sur les divers enjeux, les problématiques que les gens vivent aussi sur le terrain.
On va en parler des enjeux, mais d'abord, moi, la première question qui vient à l'esprit, c'est le fait que le Bloc québécois ne sera jamais au pouvoir. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour vous, le fait de défendre les intérêts de la circonscription par rapport aux autres candidats qui, eux, que ce soit les libéraux ou les conservateurs, ont le gouvernement ou la couleur de leur gouvernement? Qu'est-ce que c'est pour vous d'aller défendre les intérêts alors que vous serez toujours dans l'opposition et que vous ne serez jamais au pouvoir? Bien, mes deux principaux adversaires ont été dans l'opposition. Dans le cas du candidat conservateur, depuis 2015, il est dans l'opposition. J'imagine qu'il sera à même de savoir c'est quoi le travail de l'opposition. Puis mon autre adversaire, qui est maintenant libéral aussi, fait 4 ans dans l'opposition. Dans le système parlementaire dans lequel on vit, le travail d'un parlementaire, c'est d'obliger le gouvernement à rendre des comptes, c'est de représenter la population, mais c'est aussi un rôle de législateur. Dans le rôle de législateur, évidemment, on voit beaucoup la période des questions et réponses orales à la Chambre des communes, où là, les gens déchirent leurs chemises. C'est le show. Dans le fond, c'est le spectacle. Mais en comité, on appelle ça à Québec des commissions, mais en comité où on étudie puis on travaille les lois, c'est beaucoup moins partisan. Là, les députés travaillent ensemble pour faire quelques modifications, pour améliorer les projets de loi, pour en arriver au meilleur projet de loi possible. Puis c'est là qu'une des grosses parties du travail se fait, puis que le Bloc québécois a toujours été constructif, une opposition de proposition, une opposition constructive. Évidemment, si c'est le mauvais pour le Québec, bien, on n'a pas à rendre des comptes ni à l'Ontario, ni à l'Alberta. Si c'est mauvais pour Québec, on va voter contre. Alors, et l'autre avantage de l'opposition pour un parlementaire, c'est que lorsqu'on est dans l'opposition, on a un droit de parole absolu. D'autant que je suis en phase avec la plateforme de mon parti, parce qu'évidemment, je ne me serais pas présenté pour un parti dans lequel je n'aurais pas été confortable. Alors, on a un droit de parole qui va se rendre jusqu'à la Chambre des communes. Alors que lorsqu'on est un député du gouvernement, bien, on est obligé de se cacher derrière le gouvernement puis de l'appuyer, quelle que soit la décision prise, même si c'est au détriment de notre région. Alors, on est obligé, à ce moment-là, au lieu de défendre notre région à Ottawa, on est obligé de défendre Ottawa dans notre région. Alors, le fait d'être dans l'opposition, ça permet d'avoir les coups des franges. Ça permet aussi de vraiment dire aux gens de la région puis de les informer, voici ce qui se passe à Ottawa, puis voici pourquoi c'est dérangeant pour notre région ou pourquoi c'est bon pour notre région, puis de mobiliser la population. On a eu dans la circonscription des députés de l'opposition fort efficaces. Paul Crête, qui a été député de nombreuses années. Est-ce que ça a été inutile d'avoir Paul Crête comme député dans la circonscription? Absolument pas. Les gens l'ont apprécié. Puis Paul Crête a aidé la circonscription à avancer. Mais ça fait quand même plusieurs années que M. Crête était là. Ça fait plusieurs années, mais ça démontre un petit peu mon point. La vie a beaucoup changé depuis ces années-là. Mais ça démontre un petit peu mon point, comme de quoi on peut être un député absolument efficace. Voyez-vous ça comme un avantage? Ça peut être un avantage, absolument. Parce que être au pouvoir, un député qui est au pouvoir doit quand même passer à travers son caucus puis à travers le Conseil des ministres. Et puis, on le sait, par exemple, le candidat conservateur n'a pas réussi à convaincre ses propres troupes, ses propres collègues sur un paquet de sujets. La gestion de l'offre en est un, alors que son chef a voté contre la protection de la gestion de l'offre. Sur d'autres sujets, les changements climatiques, la majorité des membres de son parti, parce que je le sais que le candidat conservateur croit au changement climatique, à la crise climatique, je le sais, il est de bonne foi là-dedans. Sauf que la majorité des membres de son parti n'y croit pas, puis a même rejeté une résolution qui reconnaissait l'existence des changements climatiques. Alors, lorsque on se bute derrière les portes closes à notre caucus, on a beau être au pouvoir ou dans l'opposition, nos idées ne se rendront même pas à la Chambre des communes. Alors, de mon côté, bien, je peux rendre mes idées jusqu'à la Chambre des communes parce que je n'ai pas à me battre contre mon propre parti à propos des changements climatiques, à propos de la gestion de l'offre, à propos même de l'assurance-emploi pour les personnes gravement malades. Mon caucus est derrière moi. Sur l'érosion des berges, par exemple, c'est écrit noir sur blanc dans notre plateforme qui a été adoptée première semaine de campagne, nous allons créer et chercher du financement pour protéger les rives du Saint-Laurent qui sont victimes d'érosion à cause de la crise climatique.
Vous avez parlé de la gestion de l'offre parce que je veux quand même toucher certains points. Vous avez annoncé hier ou avant-hier avec Mme Richard de Lévis-les-Hauts-de-Chemin, qui est candidate bloquiste pour la gestion de l'offre. C'est quoi votre position par rapport à la gestion de l'offre et pourquoi unir vos efforts avec Mme Richard? Bien, pourquoi unir mes efforts avec Mme Richard? Puis j'ai fait la même chose aussi dans l'est de la circonscription avec le député Maxime Blanchet-Jonca. C'est pour montrer que le Bloc est uni là-dessus. Le Bloc est complètement uni. C'est d'ailleurs le Bloc québécois qui a déposé un projet de loi pour protéger la gestion de l'offre, pour que la gestion de l'offre ne fasse plus jamais partie d'une entente commerciale que signerait le Canada. Il y a eu 3 ententes commerciales signées par le Canada au cours des dernières années et on a créé une brèche de 18 % de part des marchés au Canada et au Québec pour l'importation de lait de l'étranger puis des produits dérivés du lait aussi. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est on a déposé un projet de loi qui dit on n'inclut plus la gestion de l'offre dans les ententes commerciales internationales. Ça a été fait par ailleurs, quand on dit qu'on ne peut pas faire ça, ça a été fait pour les produits culturels. Alors, ça se peut, ça existe. Maintenant, le fameux projet de loi, malheureusement, est mort au feuilleton à cause d'un déclenchement d'élections inexplicable. C'est la prérogative du premier ministre de faire ça, mais c'est sûr qu'on va le redéposer. Moi, j'aimerais mettre en contradiction puis en évidence le fait que tous les députés, les 32 députés, puis j'espère qu'il y en aura encore bien davantage après l'élection, tous les députés du Bloc québécois appuyaient ce projet de loi-là, alors que la vaste majorité des députés conservateurs ont voté contre. Le chef, Erin O'Toole, a voté contre ce projet de loi-là. Il a permis aux députés du Québec de voter en faveur parce qu'il savait que ce serait un suicide politique pour les députés du Québec de voter contre le projet de loi. Alors, de mon côté, on est coalisés, on est solidaires de nos producteurs, de nos productrices laitiers, mais aussi avicoles, parce qu'il y a beaucoup de producteurs avicoles ici, dans la MRC de Montmagny, puis dans la MRC de Lillet, qui ont besoin de cette gestion de l'offre-là, parce qu'il y en va de la vitalité économique de nos territoires, de nos municipalités. Grâce à la gestion de l'offre, c'est des quincailleries qui peuvent rouler dans les plus petites municipalités, c'est les épiceries. Alors, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre économie ici en région. Donc, c'est un point important pour vous, c'est un point absolument essentiel. Le fait d'unir vos efforts avec d'autres candidats et candidates, c'est un point important pour vous. Oui, absolument. Le temps passe vite. Je veux vous entendre aussi sur d'autres sujets, entre autres la pénurie de main-d'œuvre. On sait que notre région, actuellement, il y a plus de 250 emplois disponibles dans la région et je pense que c'est plus que ça. C'est quoi votre position par rapport à la pénurie de main-d'œuvre? Qu'est-ce qu'un député bloquiste de notre région va faire pour aider les entreprises à recruter de la main-d'œuvre? Bien, comme je le disais tantôt, on est une opposition de proposition. Alors, ce qu'on propose, puis ce qu'on demande d'abord et avant tout, c'est d'arrêter de suspendre la PCRE, qui était auparavant la PCU, pour ramener un peu de monde sur le marché du travail. Ensuite, il y a le dossier des garderies. Si l'entente de 6 milliards est déchirée par le Parti conservateur pour créer 37 000 places en garderie, évidemment, et c'est surtout, malheureusement, des mères de famille qui doivent rester à la maison en attendant d'avoir une place en garderie. Alors, les velléités conservatrices de déchirer cette entente-là va faire en sorte que c'est beaucoup de mères qui doivent rester à la maison, mettre leur carrière sur pause, puis ça aggrave encore plus la crise de la main-d'œuvre. On a 8 municipalités dans le sud de la MRC de Montmagny qui n'ont pas de place en garderie puis qui ont un projet de garderie prêt. L'immigration. Maintenant, en matière d'immigration, on dit rapatrier ce pouvoir-là pour l'immigration économique au Québec. Maintenant, pourquoi faire ça? C'est que le Québec, déjà, approuve les personnes parce que c'est au Québec qu'il y a le ministère du Travail, c'est au Québec qu'il y a le MAPAC. Alors, le Québec approuve ces personnes-là, mais ça prend 2 ans ensuite pour traverser toute la paperasse fédérale. Alors, le fédéral pourrait simplement dire à Québec, puis c'est d'ailleurs une des demandes du premier ministre Legault, ça ne sort pas de notre chapeau, là, c'est dans la fameuse liste d'épicerie du premier ministre Legault, de rapatrier ce pouvoir-là pour en augmenter l'efficacité. Et ensuite, il y a l'accueil, l'intégration aussi de ces travailleurs étrangers-là, ici dans notre région, avec du logement, avec la francisation.
Et l'autre point important, on ne se cachera pas qu'ici, dans notre région, on a une population plus âgée. Il y a beaucoup de personnes âgées de 65 ans et plus. Lorsque ces personnes-là atteignent 65 ans, si elles le souhaitent, rester au travail, bien, elles sont souvent pénalisées par rapport à leur pension de vieillesse ou à leur sécurité du revenu. Alors, cesser de pénaliser fiscalement les personnes âgées de 65 ans et plus qui le souhaitent. Puis je dis bien qu'ils le souhaitent parce qu'ils ne sont pas obligés. Ils ont déjà travaillé toute leur vie. Mais il y en a qui veulent continuer de faire profiter de leur expérience. Alors, cesser de pénaliser fiscalement ces personnes-là qui désirent rester au travail puis qui désirent faire profiter de leur expérience également, soit à leur ancien employeur ou encore à d'autres employeurs, profiter de nouvelles expériences, avoir une vie sociale. Alors, ça fait partie d'un florilège de mesures, puis il y en a encore beaucoup d'autres qu'on veut proposer. M. Bérubé, je vais vous entendre parce que vous avez parlé de M. Legault qui a donné sa liste d'épicerie. Et M. Legault qui, quand même, avec 6 milliards de dollars en moins, parce qu'il a dit qu'il a déclaré qu'il souhaiterait un gouvernement conservateur minoritaire, qu'il est capable même de mettre en place 37 000 places en garderie. Vous pensez quoi de ça? Parce que... Je pense que le mot-clé dans votre question, c'est minoritaire. Or, pour que le gouvernement soit minoritaire, ça prend une forte délégation de députés du Bloc. Oui, mais il y a une entente que M. O'Toole veut, et vous l'avez mentionné, veut déchirer parce qu'il veut négocier directement avec M. Legault. S'il est en situation minoritaire, par contre, c'est ça. Il ne pourra pas la déchirer parce qu'on va pouvoir l'empêcher de le faire. Il n'est pas question, on l'a toujours dit, le Bloc québécois vote en faveur quand c'est dans l'intérêt du Québec et vote contre quand c'est pas dans l'intérêt du Québec. Est-ce que de déchirer cette entente-là de la part de M. O'Toole est dans l'intérêt du Québec? Absolument pas. Mais dans un cas de situation de gouvernement minoritaire, avec la balance du pouvoir au Bloc, il ne pourra juste pas le faire parce qu'on va être là, puis assez fort, puis assez nombreux comme députés pour l'empêcher de déchirer cette entente-là. Alors, le mot-clé dans la déclaration de M. Legault, c'est minoritaire. Et ce que je dis depuis le début de la campagne, c'est que la couleur du gouvernement risque de se décider en Ontario, mais majoritaire ou minoritaire, ça va se décider au Québec. Et plusieurs personnes n'aiment pas les gouvernements minoritaires, puis je les comprends, ça emmène souvent aux élections plus rapidement. Sauf que, on a écouté la campagne depuis maintenant 4 semaines et demie. Est-ce qu'il y a un des deux partis fédéralistes ou des principaux partis qui prétendent au gouvernement, qui méritent vraiment d'avoir un gouvernement majoritaire? Bien, la réponse est non. Parce qu'on a vu lors des débats, et en français et en anglais, puis le débat en anglais, on le sait qu'il a fait couler beaucoup d'encre, on a vu lors des débats que les deux chefs des principaux partis, il y a des choses qu'ils ne veulent pas dire aux Québécois. Il y a des choses qu'ils disent différemment en français qu'en anglais aussi. Alors, aucun de ces partis-là, pour l'instant, ne mérite d'avoir un gouvernement majoritaire. Et c'est pour ça qu'on en appelle aux Québécois pour dire... On va les tenir en laisse un peu là, pour les empêcher de faire n'importe quoi sur le dos du Québec, puis surtout pour les empêcher de dire n'importe quoi sur le dos du Québec. Vous parlez du débat, principalement celui en anglais jeudi dernier. On sait qu'il y a une question qui a été posée qui a fait beaucoup de vagues au Québec. Vous en pensez quoi? Bien, c'est déplorable. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne tape dans le dos que vous avez reçue, le Bloc québécois? En fait, c'est la réaction. Je pense que c'est la réaction d'Yves-François Blanchet qui s'est porté comme le seul défenseur du Québec, de notre culture, puis de notre nation. Il est chef du Bloc québécois aussi. Et il est chef du Bloc québécois. C'est sa réaction à lui qui a satisfait la population du Québec, puis la nation québécoise. Puis c'est le silence des autres chefs de parti pendant le débat aussi qui a choqué les Québécois puis les Québécoises. Ils ont dit que c'était le format du débat qui leur avait pas permis de répondre. Mais il y avait l'occasion amplement, lors des commentaires après débat, le soir même, pas un a dénoncé cette question-là. Il a fallu qu'ils se réveillent le lendemain matin pour dire « Oh, là, il y a de quoi qui se passe au Québec. » Il a fallu qu'ils se rendent compte que ça montre une certaine déconnexion, je trouve. Puis ça, les Québécois puis les Québécoises, puis les gens de notre région l'ont bien vu, cette déconnexion-là. La téléphonie cellulaire. Oui. On sait que c'est un point très important dans notre région, particulièrement au sud de la MRC de Montmagny, Lilley, oui. Kamouraska et Rivière-du-Loup. Donc, tout ce qui est au sud, on a des problèmes. Il y a déjà des investissements qui ont été annoncés récemment. C'est quoi votre position là-dessus? Moi, je pense qu'il y a du travail encore à faire. Oui, absolument. Il y a beaucoup de travail à faire. Je déplore le fait que ça n'a pas été fait tant ces dernières années. On dirait que c'est plus le Québec que les députés fédéraux ici qui ont poussé pour ça. Est-ce qu'on peut comprendre qu'en 2021, il y a encore des gens qui ne soient pas branchés? Bien, écoutez, c'est un service essentiel maintenant.
C'est un service essentiel autant que l'électricité a pu l'être dans le temps de la grande corvée de l'électrification rurale des années 1950. Il faut faire une grande corvée pour Internet haute vitesse. Maintenant, j'ai discuté avec la députée Proulx, elle me dit septembre 2022, soit on va y aller pour septembre 2022 avec le gouvernement du Québec qui a négocié des ententes assez serrées avec les fournisseurs. Maintenant, pour la téléphonie cellulaire, effectivement, c'est aussi un service essentiel. Il y a le télétravail maintenant. Il en va de la revitalisation de notre région pour attirer des jeunes familles, des jeunes entrepreneurs avec le télétravail, avec le travail à la maison, puis les travailleurs et travailleuses autonomes. On veut attirer ces gens-là, mais pour ça, ça prend un bon réseau. Or, je parlais de l'électrification rurale des années 50. On est dû pour exactement la même corvée ici dans la circonscription, notamment dans Montmagny-Sud. Et puis, je vais vous donner un parallèle là, vraiment simple. Auparavant, puis ça, c'est un système qui a été pas mal démoli par les gouvernements de Paul Martin puis de Stephen Harper. Auparavant, si on avait une ligne d'autocar interurbain, par exemple Orléans Express, si on voulait desservir une ligne payante, mettons, entre Québec puis Montréal, c'est une ligne payante, bien, il fallait prendre une ligne moins payante aussi, en Gaspésie, par exemple. Or, pourquoi ce ne serait pas, puis le CRTC aurait le pouvoir de faire ça, pourquoi ce ne serait pas la même chose pour nos régions puis pour la téléphonie cellulaire? C'est-à-dire, si on donne le service dans une zone plus densément peuplée, qui va être payante, bien, si vous voulez installer vos antennes cellulaires, par exemple, au centre-ville de Lévis ou au centre-ville de Québec, bien, vous devez également en installer dans des zones moins densément peuplées, comme, par exemple, Montmagny-Sud ou l'Îlet-Sud, puis même au Kamouraska, où, c'est du bois, là, qui va vers la frontière. Mais quand on se promène de village en village au Kamouraska, bien, il y a des poches de territoire où il n'y a plus de service. Alors, c'est un enjeu criant et important, puis j'en ferai ma priorité et au sein de mon parti, qui déjà, c'est écrit dans la plateforme, est en faveur du développement de ce réseau-là, et à la Chambre des communes. Puis, quelle que soit la couleur du gouvernement en place, bien, je vais travailler avec ce gouvernement-là pour que notre région soit bien desservie, puis pour qu'on puisse un peu serrer la vis des fournisseurs. Le temps passe rapidement. Le temps passe toujours rapidement. C'est un grand plaisir de discuter avec vous. J'aimerais connaître, si vous êtes élu le 20 septembre prochain, c'est quoi vos priorités? Parce qu'il y a sûrement, là, parce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de sujets. Ouais. Mais pour vous, pour Simon Bérubé, c'est quoi les priorités si vous êtes élu le 20 septembre? C'est d'aider nos entreprises, nos organismes, puis notre région à aller chercher à Ottawa, puis je vais réunir tout le monde. Je vais réunir et les entrepreneurs, et les organismes, et les élus municipaux et provinciaux et du Québec pour prendre ce grand virage économique vers là, qui pourrait faire de notre région, pour se créer une identité économique propre pour Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, pour aller chercher l'argent, prendre ce virage vers là, puis aider nos entrepreneurs à prendre le virage vert pour que notre région, ainsi que le Québec, puissent devenir justement des leaders mondiaux en économie verte pour à la fois s'attaquer. Il y a déjà des efforts qui sont faits actuellement. C'est déjà commencé, mais il y a encore beaucoup d'argent de nos taxes puis de nos impôts qui s'en va aider les pétrolières de l'Ouest canadien. On parle de 10 milliards par année de nos taxes puis de nos impôts qui vont vers les pétrolières, mais qui pourraient très bien, au lieu d'aller vers les pétrolières de l'Ouest, venir ici pour aider justement nos entrepreneurs à amorcer ce virage vers là. Je veux dire, si j'ai une petite entreprise de 20, 25, 30 employés, je dois faire un investissement pour être plus vert. Je le comprends que c'est pas si facile, mais il faut absolument aller chercher cet argent-là. La péréquation verte qu'on propose est une des solutions pour aider nos entrepreneurs à prendre le virage vert, puis à devenir des leaders mondiaux. Parce que c'est vrai que c'est déjà avancé, mais on doit, pour le bien de notre planète, aller beaucoup plus vite encore. Puis en plus, pour nous, c'est bon économiquement. Alors, c'est d'être pragmatique, tout simplement, là. Donc, votre premier dossier, ce serait l'environnement? Ce serait l'environnement lié à l'économie, parce que c'est pas vrai qu'en 2021, les deux s'opposent. Au contraire. M. Bérubé, c'est presque déjà terminé, mais je vous laisse les 60 prochaines secondes
vous adresser aux téléspectateurs. À cette caméra-ci? Et voilà. Et voilà. Bien, mes chers amis de Montmagny, Lillet, Kamouraska, excusez-moi, ça serait plutôt... Ce serait celle-là. Voilà. Bon, merci. Alors, je recommence, mes chers amis de la circonscription. Ce sera un grand plaisir de vous représenter à Ottawa. Hier, lors du débat, j'ai parlé de se tenir debout, de se faire respecter, de se tenir debout comme région, de se faire respecter puis de se faire écouter. Alors... ça passe par un gouvernement minoritaire. On le sait déjà qu'on aura un gouvernement minoritaire. Je pense que toutes les tendances le démontrent. Mais on a l'occasion unique ici dans la région de se donner la balance du pouvoir avec un parlementaire, avec un député qui saura bien nous représenter à Ottawa, avec les coups des franches, qui est en phase avec la plateforme de son parti. Alors, je vous invite d'abord à aller voter le 20 septembre prochain et évidemment, à appuyer le Bloc québécois pour défendre nos intérêts à Ottawa. Je vous remercie beaucoup. M. Bérubé, Simon Bérubé, candidat du Bloc québécois dans Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Ça fait un plaisir. Voilà. Alors, ça complète pour notre entrevue. Demain, on reçoit M. François Lapointe, candidat du Parti libéral dans la même circonscription. Je vous rappelle qu'à 16h cet après-midi, c'est le premier match diffusé de l'Everest contre les Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Voilà, je dis ça par cœur. C'est à 16h cet après-midi sur le site de cmatv.ca. Donc, on se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain.